Est-ce qu'on est en live? On est bon. Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue sur cet événement organisé sur la chaîne Muse by Lumesca en partenariat avec BenQ et Calibrite. Aujourd'hui, on va parler un peu matériel, évidemment, et on va avoir une thématique assez précise. On va voir comment avoir des couleurs fidèles sur des shoots assez précis. Alors, c'est quelque chose dont on peut avoir besoin quand on fait par exemple de la reproduction ou quand on a besoin de shooter des packshots d'objets, des vêtements, c'est ce qu'on verra aujourd'hui avec Valentine, quand on a besoin de faire de la reproduction d'œuvres d'art évidemment, quand on veut vraiment que l'image qu'on prend soit fidèle à la réalité. On sait tous que quand quelqu'un achète des vêtements sur internet par exemple, on a envie que ce qu'on voit sur l'écran corresponde à ce qu'on va acheter. On n'a pas envie d'avoir une teinte complètement différente. Et ça se fait en amont par le photographe. Il y a toute une chaîne à respecter dont on va parler aujourd'hui. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de recette miracle. Il faut vraiment comprendre que c'est plein de petites choses mises bout à bout qui vont faire qu'on va pouvoir avoir des couleurs fidèles lorsqu'on fait des photos. Donc on va parler évidemment de cet objet qui peut faire peur à certaines personnes. Et c'est un objet très pratique. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas son utilisation. Beaucoup de gens pensent qu'on peut s'en passer. On peut s'en passer si on ne shoot pas selon certains protocoles, si on n'a pas besoin d'avoir des couleurs très précises. Mais c'est quelque chose qui va nous faciliter grandement la vie. On va en parler évidemment plus en détail. Est-ce que tu peux mettre le plan large, Hervé? On va parler également de moniteur avec BenQ. Oui, c'est bon. Et du coup, parce qu'en fait, la chaîne de colorimétrie, ça va être à l'acquisition dans un premier temps et au traitement. On a envie d'avoir aussi des couleurs vraies quand on traite les photos. Donc on va parler un peu de ça, de la prise de vue jusqu'au traitement de l'image. Dans cette première soirée, on va parler de la prise de vue. Et ensuite, on parlera traitement et puis chaîne de production vendredi, ensemble à 17h30. Et donc, comment avoir des couleurs justes. Alors, à quoi ça sert globalement cette petite charte de couleurs? Avant que tu continues, oui. Moi j'aurais bien aimé te présenter. Hervé, avec plaisir. Donc, d'abord, merci à tous parce que vous êtes déjà plus de 120 personnes connectées et le nombre augmente très rapidement. Vous êtes d'un petit peu partout en France, mais aussi de Belgique ou d'autres pays. Il y a pas mal de personnes d'autres pays francophones, donc c'est super. On est aujourd'hui pour cette masterclass avec Loris Romano. Ça déclenche des flashs quand voilà, de temps en temps, voilà, c'était un effet spécial. C'est beau. Loris est photographe, il est aussi musicien. Alors on ne va pas faire de musique aujourd'hui, mais on va parler de la symphonie des couleurs. Tout à fait. Et c'est le sujet ce soir. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, eh bien on va parler de solutions comme les chartes, et puis aussi d'écrans qui permettent de contrôler les couleurs. Donc là, ce sont les écrans de marque BenQ. Mais tout ce qu'on va vous raconter peut fonctionner, quel que soit l'équipement que vous avez. On n'est pas là pour vous fourguer du matériel, plus pour vous montrer ce qu'on peut faire si on veut évoluer, progresser en termes de précision des couleurs, qu'est-ce que ça peut apporter, et puis vous vous inspirerez des conseils et puis aussi de la pratique de Loris. Les deux modules vont se dérouler avec une présentation. Donc aujourd'hui, on est sur la retouche et 35-40 minutes de présentation, et ensuite petit break et session questions-réponses, où on prendra aussi vos questions, puisqu'il y a une partie live. Et puis vendredi, on fait la deuxième partie, comme il vous l'a expliqué, la partie retouche ou rebelote. On aura une première partie qui sera en continu, à la suite de laquelle vous aurez la possibilité aussi de lancer vos propres questions. Et la session questions-réponses, souvent c'est assez dense. Donc je vous rappelle, vous êtes nombreux. Vous êtes nombreux pour ce live, donc on ne pourra peut-être pas prendre la totalité de toutes les questions. Je préfère juste vous prévenir pour pas que vous soyez déçus. Mais généralement, il y a plein de questions de qualité. Voilà, donc je laisse la parole à Loris. Donc, on va aller. Il y a assez de boulot, il y a beaucoup de choses à dire.
On va parler notamment, premièrement, de la prise de vue. Donc à la prise de vue, pour garantir des couleurs justes, on a cet accessoire qui est donc une charte. Une charte de couleurs qui va se composer globalement de deux parties distinctes. On a une partie avec soit un gris neutre, soit un gris un peu plus clair, qui va nous servir à faire une balance des blancs correcte directement dans l'appareil. Alors, l'intérêt, alors il y a des gens, je sais, qui shootent en JPEG, donc je ne dirai jamais assez à quel point il est important d'avoir une balance des blancs juste quand on shoot en JPEG, parce que le RAW nous permet de la modifier sans aucune perte. Le JPEG, c'est beaucoup plus compliqué. Donc du coup, avoir une balance des blancs juste si vous shootez en JPEG, c'est vraiment très important. Donc ça va nous permettre, je vais vous montrer comment faire, de, en quelque sorte, calibrer la balance des blancs directement dans votre boîtier pour que toutes vos photos aient une balance des blancs juste. C'est très utile si vous avez des lumières qui, par exemple, ne sont pas très clean, si vous êtes assez sous des néons, sous des lumières un peu chaudes. Et c'est aussi très utile si vous voulez une série très précise et si vous voulez avoir également la même colorimétrie et la même teinte de vêtements, par exemple, sur chaque image. De l'autre côté, on a quelque chose qui nous permettra d'aller encore plus loin, qui est en fait un panneau composé de couleurs de référence qu'il faudra faire interpréter par un logiciel par la suite, afin de créer carrément un profil colorimétrique qu'on va retrouver dans Lightroom ou dans d'autres programmes de traitement d'image, et qui vont garantir du coup que les couleurs sont fidèles. C'est-à-dire qu'en fait, simplement, ce qu'on va faire, c'est prendre une photo avec notre solution d'éclairage qu'on a sur place, et ensuite, le logiciel de traitement d'image va savoir que ici nous avons ce bleu, ici nous avons ce jaune, et il va faire en sorte que les couleurs matchent parfaitement. C'est quelque chose qui, celle-ci est une charte de couleurs pour photo, typiquement. On a une charte vidéo qui diffère un petit peu, on en parlera peut-être tout à l'heure si on a le temps. Le principe reste le même, les panneaux changent un petit peu, les couleurs changent un petit peu. On a par exemple des tons chers qui sont beaucoup plus utiles en vidéo. On a une mire pour la mise au point, toujours cette façon de faire la balance des blancs. En vidéo, c'est d'autant plus important si vous shootez avec plusieurs caméras et surtout si elles sont de marques différentes. Ça vous permettra de matcher, comme on dit, facilement les couleurs de vos caméras parce que chaque caméra a son propre rendu colorimétrique. Si on shoot la même scène avec deux caméras différentes, on peut avoir des rendus complètement différents. Avoir ça sur un set et faire une prise de vue, quelques images avec cette charte devant l'objectif de chaque caméra nous permet par la suite d'éviter de passer un temps fou à essayer de matcher les couleurs pour faire en sorte que le rendu soit homogène. Évidemment, le must est de shooter avec les mêmes caméras, mais on ne peut pas toujours. On va déjà regarder dans un premier temps avec Valentine. Viens avec moi, Valentine. Comment ça marche, tout simplement. On va partir déjà sur ce dont je vous ai parlé. Je veux avoir une balance des blancs clean sur mon appareil. Hop. Tu vas me tenir ça. Et tu te mets à peu près là-bas. Alors, il va falloir que je débranche mon appareil, ce qui veut dire qu'il faut que je relance tout par la suite. C'est pas grave. On va le faire une fois et on le refera par la suite. Il faut que je débranche tout, évidemment. Alors, l'idée, c'est que, ça marche sur, j'ai pas envie de dire tous les appareils parce que je ne sais pas ce que vous avez chez vous, tous les appareils un minimum pro avancé ont ce genre d'option. On peut faire ce qu'on appelle une balance des blancs custom, c'est-à-dire que je vais dire à mon appareil photo que je lui propose justement ce carré très précis. Chez Sony, ça se trouve en balance des blancs sur 7, c'est le tout dernier réglage. Et quand j'appuie sur le bouton du milieu, je mets le carré blanc sur un tout petit réticule et il va faire la mesure du coup de couleur pile sur ça. Très important, très important, quand on parle de couleur juste, la sous-exposition va grandement altérer vos couleurs. Donc du coup, si vous êtes dans une démarche de couleurs et de couleurs justes, pensez bien à exposer juste. Si vous voulez utiliser un flashmètre, c'est pas une mauvaise idée pour le coup. Si vous êtes vraiment dans cette démarche d'avoir des couleurs parfaitement droites. Donc c'est ce qu'on va faire. On va aller faire une prise de lumière sur Valentine. Bon, les réglages ont déjà été faits, pour tout vous avouer. Recule un petit peu. Encore un petit peu. Ah non, t'étais bien là. C'est ça. Donc on fait une... Hop là, c'est ça.
une prise au flashmètre, comme ça j'ai ma puissance. Hop. Et ensuite je vais aller avec mon appareil photo, lui dire de faire une balance des blancs sur précisément ce carré blanc. Alors en fait l'appareil photo va prendre une photo bêtement, donc ça marche avec les flashs et avec la lumière continue bien évidemment. Donc je fais la mise au point sur le carré blanc. On dit à Valentine bien sûr de ne pas mettre les doigts devant, ce qu'elle fait très bien. Hop. Et je lui dis, voilà. Et donc là, mon appareil me dit que la balance des blancs est réglée sur 5700 Kelvin. Alors ce qui veut dire que ce flash est globalement bon. 5700 Kelvin, c'est quelque chose de tout à fait acceptable. À savoir que, on va en parler, si vraiment on rentre encore une fois dans ce côté très précis, à chaque fois que vous allez changer de modeler, à chaque fois que vous allez changer de flash, à chaque fois que vous allez changer d'objectif, d'appareil photo évidemment, c'est des valeurs à reprendre parce que tout ce qui va influer dans la chaîne de votre photographie va influer sur les couleurs, bien évidemment. Donc je rebranche tout ça, j'en ai pour quelques secondes et on va regarder ça ensemble. Hop. Alors, il s'est évidemment, il est reconnecté. Et bien c'est parti. Alors du coup j'ai choisi pour le coup une lumière assez dure que j'adore. Je ne sais pas si on le voit à l'image. On a un bol standard sur une torche qui est à quelques mètres de Valentine, assez en l'air, et qui du coup va me donner un résultat vraiment cool. Ok. Alors attends, avance encore un peu. C'est bon. Tout petit peu. Voilà, parfait. On va baisser un peu là. Ok, on est bon. Ok, et donc là, hop, si tu veux montrer, attends, les yeux fermés, on va en refaire une. C'est bon, tu peux commencer à montrer à partir de là. On voit du coup que ma balance des blancs est évidemment ok. C'est un truc que j'aime beaucoup, la lumière dure pour les photos, quand il y a des vêtements qui ont du modelé comme ça, c'est quelque chose que j'aime pas mal. Et puis je suis quelqu'un qui aime vraiment de manière générale la lumière dure. Hop, on en fait quelques-unes. Ok. Je précise, puisqu'il y a des questions là-dessus, on est ici sur un écran connecté et je vous montre l'écran en live avec une petite pastille où on voit Loris en train de shooter, mais on va repasser sur le plan large. Voilà. Donc là, en fait, on voit ce que ça donne directement en sortie d'appareil. Donc là, on n'est pas encore sur le système dont je vous parle où on va prendre en photo la charte. Là, on a juste fait une balance custom avec la charte et j'ai remis le profil standard de mon appareil photo pour avoir quelque chose qui colle avec ce que j'avais dans le viseur. Et on voit qu'en fait, déjà à ce moment, la balance des blancs est parfaitement réalisée. Il n'y a pas de couleur qui switch. On va avoir des problèmes, alors si on est en balance des blancs auto, on va avoir des problèmes typiquement quand on a des gros aplats de couleurs comme on a là, un gros fond jaune qui peuvent quelque part perturber la cellule. Donc avoir cet outil sur soi, c'est quand même toujours quelque chose qui peut être rassurant en se disant que en faisant un check, en prenant une photo de la mire, eh ben, on peut avoir... j'ai une blague, j'allais dire une photo de la mire, mais pas le chanteur, mais j'ai des blagues insupportables qui me viennent en tête. En prenant une photo de la mire, du coup, on peut avoir une balance des blancs en une photo. Donc quelque part, c'est très rapide, on le fait tenir au modèle, on shoot le... Et ça me permet d'avoir un verre qui correspond globalement à ce que j'ai devant les yeux, et ainsi de suite. On verra tout à l'heure comment aller plus loin, et ça on le verra surtout vendredi, comment aller plus loin grâce à la prise de vue de la charte que je vais faire du coup tout de suite. Hop. Donc là pour le coup on la déplie. Voilà. Et on lui fait tenir cette partie-là. Alors l'idéal c'est de l'avoir en assez gros plan et surtout complète avec pas de doigts devant. Et toujours en fait en gardant bien en tête qu'il faut qu'on fasse ça quasiment à chaque éclairage. Est-ce que tu me suis toi si je fais ça? Oui. Alors on a fait un peu une grosse artillerie aujourd'hui, on shoot tout en connecté.
que j'ai bien tout. Oui. Alors, il faut juste avoir tous les carrés bien visibles dans l'image. Et c'est important d'être ni surexposé ni sous-exposé pour pouvoir exploiter justement les 24 couleurs qui composent la charte. Oui, c'est ça. En fait, la sous-expo induit vraiment un shift des couleurs qui va perturber tout ça. Donc, il y a vraiment un lien entre bonne exposition de la photo et couleur vraie. Ça, c'est quelque chose. Vous avez beau avoir une charte. Je vais t'enlever des mains parce que on voit bien que tu l'as. Tiens, tu ferais une très belle présentatrice. Il y a vraiment un lien entre. Vous avez beau avoir une charte comme ça, si vous shootez tout sous ex, vous allez avoir du mal à avoir des photos qualitatives. On répétera jamais assez qu'exploiter au maximum les capacités de son capteur en exposant bien, c'est quelque chose qui est quand même très important. On va refaire 2-3 photos parce qu'en plus on a promis des RAW aux gens, donc si ils peuvent avoir des RAW de qualité, ça m'arrange. Hop. Il faut que tu avances un tout petit peu. Alors là, par exemple, vous voyez, typiquement, je vais vous montrer ce qui peut se passer. Il y a beaucoup de gens qui se demandent comment éviter les ombres sur ce genre de fond. Alors là, ici, j'ai décidé de mettre la lumière un petit peu sur un côté. On voit, tu peux mettre mon écran? On voit ici qu'on a l'ombre qui se dessine. Si Valentine s'avance un tout petit peu, elle avait dû reculer, et on va éviter l'ombre parce qu'en fait, l'ombre de Valentine, produite par le flash, est sur le côté. Donc en fait, en cadrant comme ça, je ne la vois pas tout simplement dans le cadre. C'est une façon assez simple d'éviter les ombres. À savoir que je n'ai pas dit que les ombres étaient graves. Chose très importante à signaler. Avoir des ombres sur une photo, ce n'est pas quelque chose de rédhibitoire pour moi, même sur le fond. Donc là, on voit en fait qu'en faisant juste une balance des blancs custom sur l'appareil avec une charte et en exposant correctement, j'ai une photo qui là est plate. Donc là, quand je dis plate, j'ai rien touché dessus. On m'a quand même mis un Adobe Couleur que je vais enlever, je vais repasser par un standard. Et donc en fait, on voit qu'on a une photo qui est limite déjà exploitable. Donc c'est un gain de temps évident. Si vous voulez, si vous faites genre tout ce qui est du e-commerce avec des photos où il faut shooter des looks à une vitesse folle, ce genre d'outils, vous faites votre calibrage pour un objectif et un set d'éclairage, et ensuite le modèle il se change. Et puis on envoie parce que votre setup il est calibré, quoi. Donc c'est un truc qui est vraiment assez bête à mettre en place et qui marche tout seul. On parle de l'écran parce que je vous le montre depuis tout à l'heure. Donc là on est en mode connecté. C'est un peu une usine à gaz parce qu'en plus de devoir me connecter à mon écran, je dois vous le retransmettre. Donc en fait aujourd'hui on passe par plusieurs câbles et par plusieurs splitters HDMI. Mais en temps normal, si vous ne faites pas tout ça, c'est très très simple. Et cet écran permet d'envoyer du signal, de récupérer le signal en USB-C et de recharger en même temps votre ordinateur. Donc c'est quand même quelque chose qui est vachement cool. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe parce qu'on est dans une interface de streaming, mais du coup, c'est quelque chose qui est super cool. On met un câble USB-C entre l'écran et n'importe quel laptop et on récupère le signal et ça recharge la station de travail. C'est quelque chose qui est vraiment assez cool à utiliser. Ce setup-là, il est cool. Aujourd'hui, on ne parle pas vraiment de lumière, mais on va quand même dérouler un petit peu des setups. Là, comme on a vu, Valentine est habillée en vert parce qu'avec le vert, avec ce fond jaune, ça ressort naturellement, c'est très très beau. Pareil, au-delà de la véracité, tu peux les changer? C'est pas bête ça. Au-delà de la véracité des couleurs, pensez bien à avoir des couleurs qui s'accordent bien sur vos photos. Le travail de la couleur, finalement, il commence même avant la prise de vue. Ayez des choses qui vont bien ensemble. Là, on voit que c'est clairement, c'est joli, ça marche très bien. Et puis le vert, il ressort naturellement sur ce fond jaune. On va passer sur un fond un peu plus bleuté que j'ai sur le côté. Et là, j'ai demandé à Valentine de mettre quelque chose de jaune un peu pétant. Et on va voir qu'encore une fois, les deux couleurs vont marcher assez bien ensemble. Et pour qu'on change un petit peu de setup lumière, je vais prendre une espèce de gros octo qui est là, je pense que c'est une 120, c'est marqué dessus, une Octa 120, qu'on va mettre bien en face d'elle. Et on verra la différence de lumière comme ça qu'on a. Parce qu'en fait, le monoflash, finalement, la monosource, c'est quelque chose qui peut nous sortir mais de tas de situations. Il y a des fois où, évidemment, avoir plusieurs sources, ça marche très très bien, mais il y a aussi des fois où faire simple, ça marche. C'est quelque chose que je défends assez souvent. Quand on peut faire simple, faisons simple finalement, parce que
Il n'y a pas besoin de toujours faire très compliqué. On va mettre en place le petit fond bleu. Est-ce que tu veux m'aider, Hervé? Ouais. Allez, on va mettre ça en place tous les deux. Le temps que Valentine se change. Alors on fait tout à la main aujourd'hui. Voilà. Alors regarde, j'ai fait des marques au sol. J'ai vu. Qui correspondent à chaque empattement. Voilà. Parfait. Et donc là, on change de fond en quelques secondes grâce à la vigueur d'Hervé. Et donc du coup, j'ai décidé de prendre une Octo 120, qui est un modeler que j'aime beaucoup, alors qui est un peu chiant à transporter parce que c'est gros. Mais par contre, ça fournit une lumière qui est quand même vachement douce et qui est vachement enveloppante et qui peut être vraiment très appropriée pour ce genre de photos, à savoir les photos de vêtements, les photos de... Quand je dis mode, j'ai toujours cette photo de mode, on va dire photo textile, parce que là on n'est pas en train de faire des poses... Oui, tu as tout ce qui est textile. On peut parler de mode quand même de manière générale, sachant que la mode peut s'appliquer au textile, aux accessoires qui vont venir autour. Et comme le disait Loris, et qui est assez important, avant le shoot lui-même, rien ne vous empêche, et en fait c'est plutôt conseillé, d'envisager comment les couleurs vont s'harmoniser entre elles. Donc on peut faire une réflexion sur les couleurs complémentaires ou en opposition. Et puis vous pouvez tout à fait travailler à partir de ce qu'on appelle un mood board, ce que font beaucoup de designers dans le domaine du textile et de la mode. Et un photographe qui comprend ces étapes-là ou qui les intègre dans son travail, eh bien, il va être bien plus à même de fournir des photos qui correspondent aux attentes des marques, qu'elles soient petites ou grandes, qui veulent ces shoots. Eh bien, Valentine. Donc, deuxième set. Je pense qu'on peut y aller. Donc là, je shootais avec un 85 jusqu'à maintenant. Je vais passer au 135 pour avoir des portraits un peu plus serrés. On va la shooter à la taille. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de faire ressortir la couleur du vêtement. On a un côté un peu plus rock'n'roll, parce que Valentine, comme vous le voyez, a un côté légèrement rock'n'roll. Légèrement. Et il me semble que pour ce setup, tu étais plus proche du fond. On va faire les tests ensemble. Est-ce qu'il est connecté? Il est connecté, parfait. Et on va relancer Lightroom du coup. Alors pour ceux qui se demandent, je shoot avec un Sony et en connecté dans Lightroom. Je sais que c'est des choses il y a des tas de recherches qui existent sur Google parce que c'est très chiant à faire. Et en fait, je passe par la remote de Sony et j'utilise l'import automatique de Lightroom. C'est-à-dire que je shoot, c'est le logiciel Sony qui récupère ma photo. Et ensuite, Lightroom, il sonde ce dossier et dès qu'il y a une nouvelle photo, il me l'ajoute. Donc il y a à peu près 5-6 secondes de latence. Mais c'est un des moyens les plus simples que j'ai trouvé pour shooter en connecté avec un Sony et Lightroom. Parce qu'apparemment, il n'est toujours pas pris en charge nativement dans Lightroom. Je sais que beaucoup passent sur Capture One pour ça. Mais du coup, c'est un peu des bouts de ficelle, mais ça marche quand même. Donc là, en fait, même protocole. Hein. Du coup, on change de light, on change de setup. Les modeleurs en fait vont changer l'intensité lumineuse parce qu'il y en a qui vont l'augmenter, il y en a qui vont la diffuser, qui vont la diminuer. Donc encore une fois, je refais une prise au flashmètre et ensuite une prise à la charte pour être sûr d'avoir une couleur et une expo qui sont justes. Et ça permettra d'ailleurs à la retouche, si on souhaite faire une série qui est cohérente de la première à la dernière photo, alors qu'on a pu changer de conditions de lumière, qu'on a pu changer de boîtier, on a pu changer d'optique, eh bien on aura la possibilité de retrouver le même point neutre sur toute sa série, même si donc, la série elle est composite en quelque sorte. Et c'est l'intérêt aussi d'utiliser une charte. Ok. Est-ce qu'on est bon? Alors j'ai repris mes marques par rapport à tout à l'heure, il n'est pas dit que ça marche du premier coup. Si, on est pas mal. Vérifions ça ensemble. Ah, j'ai un point chaud là. On va baisser un peu ça. Hop. Ok. Donc là, en fait, je vais faire des mesures de lumière pour vérifier que c'est un peu homogène partout. J'ai l'impression qu'on est un peu chaud ici.
Et du coup, tu as l'air extrêmement absente sur cette photo, Valentine, je tiens à te le dire. Donc là, je vais vérifier mon expo dans un premier temps. Ok, on est bon. Et du coup, maintenant que je sais que mon expo est bonne, eh bien, Valentine va me retenir de nouveau cette charte devant elle. Hop. Il ne faut pas qu'il y ait d'ombre dessus, évidemment, qu'elle soit bien à la lumière. Et du coup, on y va, on fait la mise au point là-dessus. Donc c'est le même principe que tout à l'heure, je vais avoir un rond à mettre dessus. Ok, on est bon. Et bah du coup on va shooter, comme tout à l'heure. Alors là on va voir la différence de luminosité, la différence de qualité de lumière. On est passé d'un bol standard assez dur à une lumière qui va être là beaucoup plus douce pour le coup. Ok, on y va. Je vais en faire quelques-unes pour être sûr d'avoir de quoi vous envoyer par la suite. Ok. Donc là encore une fois on a deux couleurs qui matchent bien ensemble. On a le jaune qui ressort naturellement. Après on a les tatouages de Valentine qui sont ultra mis en valeur par le tout. Hop. Voilà. Et donc là encore une fois on arrive, je vais remettre mon profil, on arrive encore à voir qu'on a quelque chose qui tient la route et qui est très rapide à faire, avec des couleurs qui marchent très bien tout de suite en fait. Alors il y a peut-être des gens qui vont recevoir les RAW et qui vont trouver les photos un peu claires par rapport à ce qu'ils font d'habitude. Je shoot très souvent en exposant à droite. C'est quelque chose qui fait débat ou pas, mais qui peut permettre de grappiller quelques détails par-ci par-là. Donc voilà, après bon c'est shooté en RAW, il ne faut pas hésiter à agir dessus. Mais là on voit qu'en mettant un petit peu de vibrance, on a une photo qui ressort tout de suite assez naturellement bien. C'est quelque chose qui marche plutôt bien. On va en faire une petite dernière série. Ça va toi? Oui. Toute petite dernière, je baisse un peu ça encore une fois. Et on en refait 2-3 pour être sûr. Ok, allons-y. Ok, parfait. Et ça marche plutôt bien. S'il y a des questions, n'hésite pas à m'en faire part. Je suis assez détendu aujourd'hui. Ça va plutôt bien. Ouais. Il y a des questions sur la connectique et effectivement, si vous voulez des câbles qui soient de bonne qualité et fiables au niveau des connexions, des fois c'est pas juste la connectique, mais la manière dont le câble va tenir. Il y a les câbles Tether Tools effectivement, qu'on n'a pas, qui sont dans un camion ce soir, on devait les avoir, mais ils ne sont pas arrivés à temps, enfin ça arrive. Voilà. Et puis pas mal de questions sur comment on fait la balance des blancs. On remontera peut-être juste tout bêtement sur le boîtier. Ouais. Tout à l'heure, tu sais, juste étape par étape. Ok. Alors la mise en place est différente évidemment sur chaque boîtier. Exact. C'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, c'est que là, je vais vous montrer comment ça marche chez Sony parce que je shoot avec un Sony, mais la mise en place va différer sur chaque boîtier, chaque marque a sa façon de faire. Et donc c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en compte. J'en fais une toute dernière série. Alors là, on me voit en train de faire des micro-réglages. Je trouve qu'on a une espèce de petit reflet sur son haut. Et si c'est le haut qu'on est censé mettre en valeur, il faut le bosser. Donc là, ce que vous voyez, c'est ce qui se passe dans la vraie vie quand je shoot, c'est que des fois, je fignole légèrement en changeant un petit peu l'angle pour avoir quelque chose de plus homogène. Hop. Donc là, ce qu'on vous montre ici, cette façon de shooter en faisant la balance des blancs sur la charte, c'est vraiment quelque chose qui est cool pour
pour aller vite, pour être sûr d'avoir le bon réglage tout de suite, parce que on est bon, tu peux aller te poser un petit peu, je vais parler. Souvent les gens, et moi le premier, hein, quand j'ai commencé la photo, quand je voulais acheter du matos, je voulais acheter un truc qui soit faisait des photos, soit faisait de la lumière. Et si vous voulez, je ne comprenais pas tout de suite l'intérêt d'acheter un grille de référence qui me permettait d'avoir une valeur que je pouvais mettre par moi-même dans mon appareil photo. À part que j'ai pas des yeux bioniques et il y a des plus on shoot et plus on shoot dans des tas de situations, plus on sait qu'en fait avoir quelque chose, si on veut des couleurs fidèles, avoir quelque chose de neutre dès le shooting, bah, en fait c'est un gain de temps qui est vraiment incroyable. En vidéo encore plus, mais en photo et surtout avec ce genre de photo. On va juste faire la photo de la charte, on n'a pas faite celle-là. Sur le setup là, comme ça je vous le montre avec 2 setups différents. Et ensuite on passera sur un autre setup. Viens me tenir ça. Remets-toi à peu près où tu étais. Et voilà, et tu peux me tenir ça. C'était un peu, bon, c'était là à peu près très bien. Ok. Donc veillez bien à avoir tous les carrés visibles. Et par contre, on verra la vraie utilité de ça du coup vendredi parce que ça se passe en post-production. Et donc on verra ça ensemble. Merci beaucoup. Hop. Donc comment puis-je vous montrer comment faire la balance des blancs? Est-ce qu'on a un moyen de montrer ça à Hervé? Autre que de filmer l'écran. On peut essayer de faire ça, hein. Je ne sais pas ce que tu vois là. Alors, on va plan serré, vas-y. Mais oui, il faut refaire la mise au point, je pense. Est-ce que c'est lisible ce qu'il y a sur l'écran? Là, on est en roue libre. Hein. C'est un peu limite. Ouais. Et si tu te rapproches, ça va pas aller. Bah, ce qu'on va faire, je vais me rapprocher et puis je vais le débrancher, c'est pas très grave. Tu veux que je te le tienne? Non, c'est bon. Alors, dis-moi juste quand le cadre est bon, tu fais la mise au point dessus avec le... Non, attends, je le tiens et fais la mise au point. Ok. Tu le laisses là? Ouais. Très bien. Donc du coup, là, on est vraiment en roue libre. Voilà. Là, t'es propre. Si tu te mets juste là. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chez Sony, j'ai mes raccourcis de balance des blancs ici. Hop, je vais sur 7, qui est le tout dernier réglage. J'appuie sur le bouton et en fait, vous voyez, au milieu là, j'ai un petit rond qui apparaît. Et ben, quand je vais mettre le rond sur la charte de gris et appuyer sur le bouton du milieu, et ben en fait, il va prendre une photo et faire la balance des blancs. Enfin, tout simplement. Donc c'est quelque chose qui marche tout seul. Tu veux montrer au final? J'en prends une. Ouais, tu n'y arriveras pas là. Non, c'est un 135. Non, ça ne marchera pas. C'est pas grave. Dommage. Mais voilà, l'idée c'est de mettre la charte devant et puis d'appuyer sur le bouton. Voilà. C'est absolument tout ce qu'il y a à faire. Et ça marche plutôt bien. Voilà. Et d'un boîtier à un autre, suivant la marque que vous utilisez, bien entendu, les menus ne seront pas exactement au même endroit. Et là, alors la balance des... Enfin, c'est la roue de devant. Non, devant. Carrément, c'est l'objectif, ouais. Quand tu trouves que je suis net, c'est que c'est bon. Bien, je ne suis pas toujours quelqu'un de très net. C'est bon. Maintenant, on va passer... on va voir ensemble un setup un peu plus énervé, qui me ressemble légèrement plus pour les gens qui peuvent me suivre sur les différents réseaux. On va faire une photo de Valentine un peu plus dans mon univers, qui, pour le coup, ne nécessiterait pas forcément de charte pour le rendu final, parce qu'on va un peu triturer les couleurs, mais qui mettra du coup en avant vendredi le côté écran et écran calibré, parce qu'on n'en a pas encore parlé, mais on parlera aussi évidemment de sonde de calibration. La sonde de calibration, encore un objet mystique qui fait beaucoup parler. Globalement, avoir un écran de retouche photo, ce qu'on appelle un écran typé photo, comme ce BenQ, qui ont une dalle mat, qui du coup fatigue bien moins les yeux, qui ont une réponse en couleur qui est très précise. Ça arrive d'usine globalement bien calibrée, mais ça se calibre à l'aide d'une sonde évidemment. Mais on n'a pas besoin d'avoir un écran de ce type pour pouvoir le calibrer. C'est-à-dire que chaque écran peut se calibrer, après dans la limite de ce que l'écran pourra restituer bien évidemment. Mais un écran même pas très bon, calibré
sera toujours meilleur que ce même écran non calibré. Je L'intérêt, dirais même que plus ils sont évolués, ouais, plus ça vaut le coup de les calibrer parce que bien sûr, ce sont des écrans de précision et ne pas calibrer un écran d'une bonne marque, c'est un peu du gâchis. C'est un peu dommage. Et tu disais en plus tout à l'heure que tu voyais une vraie différence entre la dalle brillante de ton portable Oui. et puis la dalle qui est mate, très légèrement satinée. Alors, donc ça, c'est un MacBook que je viens d'acheter, que du coup, je n'ai pas encore calibré, parce que je ne fais pas de traitement dessus pour le moment. Et du coup, il y a une vraie diff entre ces écrans qui se voit à l'œil. Du coup, alors on va répondre à cette question tout de suite, parce que beaucoup de gens font le quiproquo entre un écran calibré et puis ce que voient les gens. Il n'est pas possible, et ça j'en suis le premier désolé, on ne peut pas garantir que notre photo va s'afficher pareil chez tout le monde. Parce qu'en fait, ça dépend de l'écran de celui qui regarde. Donc c'est-à-dire que si vous calibrez votre écran, votre photo sera juste. Si elle est envoyée à l'impression, la photo aura les bonnes couleurs. Mais si vous envoyez ça à quelqu'un qui a un écran complètement pété, eh ben, il verra la photo complètement pétée. Ça m'arrive souvent, en fait, quand des fois, ça m'arrive de voir des gens qui regardent leur écran, qui voient des trucs sur Instagram, par exemple, et ils ont le mode nuit activé avec le filtre bleu, ou justement, je ne sais plus, c'est l'inverse, et ça change complètement la colorimétrie de l'écran. Ça, vous ne pouvez pas le gérer chez les gens. Donc, en fait, avoir un écran calibré ne vous garantit pas que votre photo soit la même chez tout le monde. Elle vous garantit juste que si vous bossez avec des pros, si vous bossez avec de l'impression, si vous bossez avec des chartes de couleurs très précises et tout, bah que vous êtes en fait dans le juste. C'est quelque chose que j'aime bien rappeler parce que c'est aussi une confusion qui se fait souvent. On ne peut pas garantir que notre photo sera bien visible et de la même façon par tous. C'est un peu de la même manière en fait qu'un mix musical. Hein. Vous avez beau faire un mix dans un super studio, si quelqu'un l'écoute dans sa bagnole avec un HP qui marche pas bien, et ben, ils vont entendre un mix tout pourri. Ben, c'est exactement la même chose. Et du coup, on va voir un petit peu comment faire quelque chose qui a un peu plus d'univers, j'ai envie de dire. Il va me falloir 2 minutes pour changer de setup. On va couper les lumières d'ambiance qu'on a ici, parce qu'on va en fait passer sur un setup lumière continue. Parce que comme c'est un setup qui va nécessiter beaucoup de lumière, j'avais pas envie que vous me voyiez juste bouger du matos et qu'on ne comprenne pas ce qui se passe. Donc du coup, je vais le faire en lumière continue, comme ça le setup va se dessiner sous vos yeux assez naturellement. Et pour ça, il faut juste que j'aille. Tu peux repasser en plan large si tu étais pas encore. Voilà. Et je vais allumer lui qui sera mon point de départ. C'est un accessoire que j'adore, je ne le cache pas, c'est un de mes accessoires préférés. On est ici du coup sur une découpe à couteau. Alors ça existe de plus en plus en flash, ça existait il y a longtemps, ça a été un petit peu abandonné. Et puis ça revient en énorme force. Donc ça existe autant pour des flashs que pour de la lumière continue. Alors on appelle ça souvent de la découpe pour des lumières continues et un snoot optique pour des flashs. Je ne sais pas pourquoi les appellations sont différentes. Et bah tu peux revenir, Valentine. C'est quand même toi la vedette aujourd'hui. Donc on va commencer par un setup tout simple qui va se dessiner sous vos yeux en direct. Hop. Donc je vais aller éteindre mes lumières et on va passer sur un setup un petit peu plus énervé qui me ressemble un peu plus. Donc là, parfait, j'ai été changer mon réglage. Donc là l'idée en fait c'est d'avoir un rond sur le fond qui va vraiment découper l'image. On va ensuite, lui il est éteint, c'est parfait. Aller rajouter un petit peu de lumière sur Valentine, sur son visage, pour le faire ressortir. Alors là, l'idée, j'ai mis, hop là, est-ce que ça marche? Ça marche. C'était un peu en avant, je pense, encore. Et bien un peu vers là. Alors l'idée, je vais venir voir ce qui se passe derrière la caméra pour être sûr que vous voyez bien comme moi. On est bon. Donc l'idée, c'est vraiment de faire ressortir Valentine très fortement. Sur un fond avec un rond géométrique comme ça qui du coup va donner quelque chose de très agréable à regarder. J'ai mis une grille nid d'abeille sur cette petite boîte à lumière de 60 pour que la lumière ne se propage pas et que du coup elle n'aille pas altérer mon fond qui du coup a besoin de rester dans l'ombre pour que le snoot optique fasse son effet. Et ensuite, hop là,
on va aller ajouter un peu de lumière à tout ça. Vous commencez à me connaître. Hop. Et donc l'idée, pourquoi je crée de l'ombre? L'idée en fait de créer de l'ombre, c'est de pouvoir aller la rééclairer. On va mettre de la couleur aujourd'hui, ici par exemple. Voilà, ça va. Donc là, ça se voit directement à l'image. Tu peux reculer encore un peu même. Voilà, parfait. Donc là, on voit à l'image directement. Je vais peut-être zoomer un peu sur elle. Ça devrait être plus agréable pour vous. Oui. Oh, je suis déjà à fond. En fait, quand vous voulez bosser avec des couleurs, et donc on est vraiment dans le thème, tout ce qui est couleurs vives et compagnie, si vous voulez qu'une couleur apparaisse à l'image, il faut forcément qu'elle aille dans un endroit où il y a de l'ombre. Parce que si je mets cette couleur du côté où il y a la lumière principale, on la voit à peine, en fait. Alors que si je la mets du côté ombragé, bah là, tout de suite, la couleur apparaît. Et donc l'idée, c'est d'envoyer un peu de couleur pour faire du relief. Hop. Hop là. Un petit peu partout. Donc là, le côté droit, je l'abandonne, parce que du coup, il est très éclairé par la lumière qui illumine son visage. Mais par en dessous, ça va me donner un côté très intéressant. Hop là. Désolé pour tes yeux. Hop. Voilà. Ok. Et après, du coup, ben, l'intérêt de la lumière continue, c'est qu'on voit directement ce qu'on fait, hein, ce qui, je l'avoue, n'est pas négligeable. Alors, il n'y a pas de... Pour moi, il n'y a pas de débat flash, lumière continue. J'aime vraiment utiliser les deux. Quand je fais de la vidéo, ben, je n'ai pas le choix que d'utiliser la lumière continue, de toute façon. Mais c'est vraiment une façon de bosser qui est différente, agréable aussi, mais tout à fait différente. On a beaucoup moins de patates qu'avec des flashs. Mais en échange, eh ben, on a un rendu direct dans l'appareil photo de ce qu'on fait. Alors, on va mettre un 85. Donc là, l'idée, c'est d'avoir une photo qui a un peu plus d'univers, si j'ai envie de dire. On est un peu moins dans la démonstration de produits. On est dans un truc qui se veut un petit peu plus artistique, si je peux utiliser ce terme. Hop. ISO. Alors, j'avais évidemment fait mes réglages. Donc là, du coup, évidemment, voilà, ça fait longtemps qu'on est habitué à ça, mais avec un hybride qui a du coup la définition, enfin l'affichage en direct des photos, plus la lumière continue, ben, on est vraiment très confort pour faire des photos. Je fais un petit test pour moi. Ok, on est vraiment pas mal. Juste un dernier test pour moi pour être sûr qu'on est bon. T'es pas connecté là. Ok, ouais, c'est juste pour je fais un test perso, de manière tout à fait personnelle. Comme ça m'évite de tout envoyer. Hop. Ok, on va le rebrancher lui. Hop là. Actualiser. Et donc du coup on est reparti. Alors pareil pour ceux qui seraient tentés par l'expérience que je suis en train de faire de passer par la remote de Sony, il faut lancer Lightroom seulement après la remote, sinon l'appareil ne sait plus trop où il doit aller. Hop, ok, on est bon. Et donc là, en fait, on se rend compte qu'en quelques secondes, allez, on a un petit peu de temps, on peut avoir des photos qui sont vachement originales. Donc là, en fait, vu qu'elle a du violet sur sa droite et un éclairage normal sur sa gauche, plus elle va tourner la tête à droite, plus elle va être violette. Et plus elle va tourner la tête à gauche, plus son visage va être éclairé. Regarde voir carrément de l'autre côté d'ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est un truc évidemment à prendre en compte, hein, l'orientation de la lumière. Je vous apprends rien. Comme un peu. Et là, encore une fois, on va voir comment créer des photos vraiment stylées. Alors là, on est vraiment plus dans mon univers, en effet. Tu peux passer sur mon écran, Hervé ? Et donc là, la photo est sortie du boîtier, hein, encore une fois. Et on voit qu'on peut avoir assez vite quelque chose de très très stylé. Alors ce genre d'effet, ça a vraiment le vent en poupe en ce moment. Hein. Hop. Ça revient très fort. J'ai dit le vent en poupe, oui, c'est une expression de boomer un peu, ça va, le vent en poupe. Hop, c'est vrai, on en refait quelques-unes. Donc encore une fois, là, on est en lumière
on est en lumière continue. Là, enfin ça marche avec un flash, hein, ça manquait un tout petit peu de pep sur son visage. Donc j'ai simplement rapproché la boîte à lumière pour récupérer un petit peu de haute lumière sur le visage. Je suis quelqu'un qui aime beaucoup les hautes lumières. Je trouve ça très bien à manipuler. Ça donne toujours beaucoup de profondeur à une image, je trouve. Ah, c'est bon. Et donc là, en fait, on est sur un setup qui est facile à mettre en place et qui marche bien, quoi. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. On va en faire un peu des plus serrés. Et puis go. Je suis encore au 85. Tant pis, regarde par là. Ok, lève un peu la tête. Ok. Et après, du coup, là, la limite, alors qu'on bosse avec des gélatines ou avec du RGB comme ici, la limite, c'est l'imagination, hein. On peut tout à fait aller chercher d'autres teintes sans aucun souci. On va se rapprocher un peu de ça maintenant. Très bien. Hop. Je sais jamais où est l'écran sur ce truc. Et je sais plus combien j'ai mis. On part sur 161. Et donc là, vous allez voir qu'en changeant bêtement, encore une fois, pour insister sur l'importance des couleurs, en changeant bêtement la teinte de ce que je vais envoyer, on va pouvoir avoir une photo un peu différente. Et du coup, tout l'intérêt après, c'est d'avoir un shoot évidemment le plus clean possible pour pouvoir par la suite le traiter comme il faut dans Lightroom. Enfin, moi je bosse dans Lightroom, mais vous bossez dans ce que vous voulez. Hop. Voilà. Allez, on fait une dernière petite prise de vue. Ok, on fait 2-3. Je passe juste sur tes hanches, en haut de tes hanches, parfait. Ok. Ok, parfait. Et donc là, on voit qu'en changeant bêtement, j'ai envie de dire, une teinte dans l'image, on change radicalement l'image en fait. Et c'est là que c'est très important et que j'insiste là-dessus. Alors là, on n'est plus sur une démonstration de vêtements pur et dur, mais en changeant la teinte, évidemment, en bas de mes néons, le vêtement ressort, mais plus du tout pareil. Évidemment. Donc prenez vraiment ça en compte quand vous devez faire des photos avec des couleurs. Si jamais vous faites des photos, par exemple, pour un coiffeur, je ne sais pas, si vous faites des photos pour une marque de vêtements, pour ce que vous voulez, prenez en compte que votre éclairage, et c'est pour ça que je tenais à faire cette petite démonstration, votre éclairage va changer radicalement la façon dont on rend les vêtements. Tout simplement. Je pense qu'on est bon, Valentine, pour toi. Est-ce qu'on a des questions particulières avant que je fasse une sorte de conclusion? On est déjà pas mal. Bon, on peut remettre un tout petit peu de lumière. Parce que je repasse sur le truc du haut, bien sûr. Un peu dans l'ombre. Alors, clairement, il y a pas mal de questions là-dessus. Et vous avez vu l'utilité d'avoir la charte pour avoir un point de référence quand on souhaite travailler sur la précision des couleurs. Et ensuite, Loris vous a montré une session plus lumière créative où effectivement la charte n'avait pas sa place en fait. Ouais, parce qu'en fait j'ai créé cette dernière séance pour qu'on parle de l'écran. Et parce qu'on parle vraiment des deux aujourd'hui, et qu'on parle du coup d'écran calibré et puis de profondeur des couleurs. Et donc cette dernière séance, en effet, elle était plus faite pour parler de l'écran que pour parler de la charte. Ce côté, en fait, c'est quelque chose que j'aime vraiment dire. Hervé l'a très bien dit au début du webinaire. On n'est pas là pour refourguer du matos, et moi, encore moins si je puis dire, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas faire de toute façon. J'arrive pas, moi, de toute façon, à avoir un discours commercial si je ne comprends pas moi-même l'utilité du produit. Et donc cette charte, elle est vraiment très importante, voire primordiale, si vous shootez avec plusieurs cams en tant que vidéaste, si vous voulez avoir une référence du coup très, très juste de vos couleurs. Là, il faudra passer avec ça, c'est un petit investissement, mais ça se tient bien dans le temps. Il ne faut pas trop l'exposer au soleil, je crois, c'est ça, Hervé? Oui.
Là, on va éviter, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a fini de l'utiliser, ben, on la On referme. la referme tout simplement, voilà. Tout Mais c'est simplement. quelque chose qui tient dans le temps. Alors, c'est, on dirait pas comme ça, parce que quand on la voit de loin comme ça, mais tout est très calibré, enfin, c'est des couleurs qui sont extrêmement précises. Oui. C'est du boulot, quoi. Si vous faites attention, ça va vous tenir quand même 2 années, Ok. et plus si vous êtes très précautionneux. Hein. Mais du coup, voilà, tout l'intérêt de ce genre de matériel, c'est d'avoir une ligne de production qui va être juste et fiable du début à la fin. On a souvent tendance à dire que du matériel n'est pas intéressant s'il ne nous parle pas, mais il y a des gens qui font de la reproduction, il y a des gens qui font de la photo de vêtements, il y a des gens qui font tout ce genre de choses, et c'est à ce moment-là que tout ce matériel prend son sens, j'ai envie de vous dire. Que vous fassiez d'ailleurs de la photo, là on a vu sur du textile, Tu veux le montrer? mais ça pourrait être... Alors celle-là, il passe sur le plan serré, je ne sais pas si tu étais Ouais, je sur suis dessus. il y a ce genre de petites, chartes. Même en plan serré, tu es On loin. ne la voit pas. Il faut que tu approches. Je vais la montrer de tout près. C'est une charte qui est faite pour quoi? Pour la macro, j'imagine, du coup, ce genre de C'est ça. choses? Bon, attends, tu peux la sortir. Ouais. On va vous montrer ça. Donc, suivant cette référence de couleur, elle va nous permettre, par exemple, de shooter des bijoux ou des objets très petits. Si vous êtes collectionneur de timbres et que vous faites des photos, si vous faites... il y a parfois des toutes petites choses, des fleurs. Donc le pistil d'une fleur, ce serait par exemple ça. Et à l'inverse, c'est ce que tu m'as expliqué que tu n'as pas ramené. Ouais. Il y a l'inverse, il y a des chartes de plus de 2 mètres de haut qui sont faites pour les plans drones, par exemple, ou pour les énormes endroits. L'idée, c'est... alors évidemment, une charte de 2 mètres de large, c'est vendu aux très grosses productions qui font des plans aériens, qui font des plans dans des énormes endroits. On n'est pas en train de vous dire à vous d'acheter une charte de 2,50 m de large. Ça marche déjà très bien. Mais il y a des productions photos en fait où Bien sûr. La référence de couleur elle est primordiale. Si vous avez un client qui vous demande de prendre en photo des vêtements et il y a son logo dessus, la couleur de son logo, on ne va pas la modifier parce que sinon c'est juste contre-productif pour lui. Et c'est pas rare qu'un photographe, peut-être que c'est pour son activité, on va dire alimentaire, mais il ait des missions, bien sûr, comme ça, avec un respect des couleurs. Moi, par exemple, au quotidien, je suis ce qu'on appelle photographe de commande. J'ai évidemment cette activité de chaîne YouTube et de webinaires qu'on fait avec Hervé actuellement, mais la plus grosse partie de mon temps, je fais ce qu'on me demande. Et c'est marrant à quel point le matériel que je prends et les techniques que j'emploie ne sont pas les mêmes du tout d'un shoot à un autre, quoi, évidemment. Alors, juste pour répondre, il y a Gérard qui demande quel est l'intérêt qu'il y ait différentes tailles de chartes. Parce qu'en fait, pour qu'on puisse prendre en compte les 24 couleurs qui sont sur une charte, tu peux en prendre une si tu veux, eh bien, il faut qu'elle prenne une certaine surface de votre prise de vue. Et donc, là, par exemple, on va faire du portrait de Loris. C'est très bien. Elle est bien positionnée. Mon seul point, ça va être de m'assurer que l'exposition est bonne. Ce n'est pas surex ni sous-ex. Et donc, je vais pouvoir capter ces informations. Bien entendu, si c'est un tout petit objet, elle serait trop grosse puisqu'elle va être plus grande que l'objet. Et c'est pour ça que j'ai la nano. Et pour tout ce qui va être l'utilisation de fisheye et d'optique grand angle qu'on a typiquement monté sur les drones, mais j'ai besoin d'une charte qui soit un peu plus grande et qui va souvent être shootée à 5-10 mètres, mais je vais pouvoir capturer les conditions de lumière et d'éclairage de la scène. C'est pour ça qu'il existe différentes tailles, et en fonction de votre pratique photo, vous utiliserez l'une plutôt que l'autre. Après, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est ce que j'aime dans ce genre d'exercice qu'on fait, c'est qu'on s'adresse vraiment à tout type de photographe. Et donc, il y a des photographes pour qui avoir une charte de 2,50 m, c'est inimaginable, parce qu'en fait, ils n'en auront jamais besoin. Mais il y a des pros où quand on fait un film qui est un tournage sur... plusieurs mois, évidemment, être certain que les images vont matcher à la fin, c'est quand même quelque chose qui est très 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 important. Tout simplement, en fait, ça dépend de vos besoins propres, et on n'est pas en train de vous dire qu'il faut en commander une tout de suite. Évaluer vos besoins, bien évidemment, et si vous avez un besoin d'avoir des couleurs qui vous paraissent justes, c'est un accessoire indispensable. Et en tout cas, pour la photo de mode, un des points importants, c'est le contrôle des couleurs, ça peut passer par la charte. Comme l'a montré Loris, c'est aussi par l'écran
qui va être utilisé pour la partie retouche. Je vais me remettre d'ailleurs sur l'écran. Et ça, c'est même le point pivot, on va dire. Clairement, autour de la mode et donc tous les choix de prise de vue, mais aussi les décisions d'achat d'un client ou d'une cliente, eh bien, la couleur joue un rôle beaucoup plus important que ce qu'on pourrait croire, je dirais, de manière intelligente. Il y a un effet réflexe. On estime que 60 à 80% de l'acte d'achat, il est fortement influencé par la couleur. Et si vous, en tant que photographe, vous rendez un habit, d'abord, il faut que ce soit beau, mais aussi que ce soit cohérent et que les couleurs de la prise de vue soient similaires à ce qu'on va trouver dans le showroom ou dans le magasin. Et c'est de ça qu'on a voulu vous parler ce soir. Alors on a montré certains exemples, et bien sûr que c'est qu'une partie du flux, et on continuera vendredi. C'est ça, donc là on a vu toute la partie prise de vue, acquisition, et vendredi on verra ce qu'on fait des photos avec la charte dans les mains, et à quel point avoir un écran calibré ou pas, ça peut changer les choses. Et ce sera vraiment ça, c'est un webinaire en 2 parties, comme on aime à le dire. Voilà. On peut passer, si tu es d'accord, à la partie questions-réponses. Bien sûr, avec il y a quelques questions. Thierry nous demandait quelle est la durée de vie de la charte. Bon, on a déjà un petit peu répondu. C'est très important, ces chartes, elles sont très sensibles à tout ce qui est UV. Donc il faut bien les ranger. Vous avez vu que certaines sont dans un petit coffret. Si elles ne sont pas dans un coffret, elles ont une petite pochette dans laquelle on va les remettre. Et tu as montré aussi tout à l'heure qu'il y a des chartes. Là, justement, c'est celle que tu as. Celle-là, c'est pour la vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est que la charte photo, elle est quand même prise en compte dans DaVinci Resolve, si vous faites de la photo et de la vidéo. Et ça, ce qu'a entre les mains Loris, c'est la charte vraiment plus spécialisée pour la vidéo, avec le choix des couleurs qui sont les primaires en vidéo. Et plus de teintes de chair, il y a 6 teintes de chair au lieu de 2, et puis des noirs brillants. Tu peux montrer la 3 étapes. En fait, le noir, il est plus puissant et plus brillant, et ça correspond à ce qu'on va trouver en post-production vidéo. On peut aller sur des noirs qui vont plus loin qu'en photographie. Voilà. Alix demandait ensuite, pourquoi tel ou tel choix de color matching? Donc, comment est-ce qu'on choisit les réglages de couleurs? Au niveau de la photo, j'ai envie de dire que c'est du goût personnel, quoi. Il y a les couleurs complémentaires qui vont toujours marcher. Après, il y a des couleurs qui ne sont pas vraiment complémentaires, mais qui sont assez en face sur le disque chromatique qui marche bien. Après, rien n'empêche de faire des couleurs qui sont quasiment similaires pour avoir presque un monochrome. Ça, je crois que quelque part, l'idée, c'est d'avoir, de développer une espèce d'œil et de culture personnelle, et puis de voir ce qui marche et ce qui ne marche pas, et surtout de voir ce qui nous plaît. Je crois qu'il ne faut jamais négliger ce qui nous plaît, en fait, dans ce qu'on fait. Alors, il y a des questions par rapport à l'écart entre une charte de gris, simple, et la charte Color Checker telle que tu l'as montrée. Et donc, la charte de gris, elle va nous permettre d'avoir une cale, et on va pouvoir caler le boîtier et obtenir un bon niveau de neutralité. Ouais. Alors qu'une Color Checker avec 24 couleurs, et on verra comment on l'intégrera dans la deuxième partie, c'est la partie retouche, puisqu'il y a un logiciel qui va... En fait, ce qu'il faut comprendre, on va en parler très vite fait, comme ça on en parlera plus en détail vendredi. La partie charte de gris, elle va permettre à mon appareil photo de faire une balance des blancs qui est juste. C'est-à-dire que la balance des blancs sera calée de façon précise. Ça va me permettre en fait de créer un profil d'image pour non seulement mon appareil photo, mon objectif et mon éclairage, mais pour aussi toute ma scène et ce qui s'y passe. Et donc du coup, ça garantit que chaque couleur ressemble à ce qu'il y a sur le petit... sur la charte, quoi, sur les carrés. Et du coup, c'est deux choses un petit peu plus différentes. Est-ce qu'on va jusqu'à dire que le travail est un peu plus en profondeur si on fait ça? Ça sera quelque chose de plus précis, mais ça, on verra tout ça vendredi ensemble. En l'occurrence, on crée réellement un profil de boîtier qui peut être un profil DNG ou un profil ICC, et qui est au même niveau qu'un profil quand on calibre un écran. Donc c'est scientifique. Un des pièges dans la gestion de la couleur, bon, on n'en a pas parler, mais on va l'expliquer puisque souvent c'est sous-entendu,
c'est que si on se fie à notre œil, et tu es bien placé pour le savoir, eh bien on va se faire bananer, on va se faire promener par plein de paramètres. Le fait qu'un jour vous êtes fatigué, Bien sûr, ou oui, bien en sûr. colère, et donc vous allez avoir des réactions par rapport à la couleur. Or, ces chartes, elles sont conçues scientifiquement pour avoir en fait un Ouais, point de ne référence. serait-ce que l'endroit où on se trouve, l'environnement où on est peut changer notre perception des couleurs. Il m'est arrivé un truc il n'y a pas longtemps, je peux en parler. C'est une petite anecdote qui n'a rien à voir avec la charte pour le coup, mais je sors de chez une dame qui me fait toujours mes tirages photos pour mes mariés. Et je trouvais les photos mais très vertes. Et j'ai pensé que son imprimante avait un problème. Et je suis arrivé chez moi et les photos étaient tout à fait normales. Mais en fait, j'étais passé de l'ombre chez elle. Je passe le seuil de la porte grand soleil et du coup, bah, j'ai mes couleurs qui ont shifté complètement. Il y a un problème avec la mise au point? Je crois que c'est bon. Ouais. Donc voilà, évidemment là. Alors encore une fois, on en reparlera surtout pour le calibrage de l'écran. L'environnement que vous allez utiliser va avoir une importance également sur la perception que vous avez des couleurs. Et alors la question c'est, est-ce qu'on va utiliser une charte en lumière type flash ou en lumière continue? Ben, les deux. Ça marche pour les deux. Alors c'est ce que je disais en fait. Alors sur le Sony, ça marche comme ça, sur quasiment tous les appareils aussi. Quand votre appareil fait une mesure pour faire une balance des blancs manuelle, il va en fait prendre une photo. Donc si vous avez un déclencheur flash, il va flasher comme j'ai fait tout à l'heure. Et si vous êtes en lumière naturelle, il va prendre une photo en lumière naturelle, tout simplement. Donc ça marche pour les deux cas. Très bien. Et par rapport au choix de color matching, en fait, la balance juste à partir du gris, ce qu'on appelle la balance des blancs, c'est un moyen de trouver un point neutre qui est un point de référence. Bien sûr. À aucun moment, nous, on vous dit, que ce soit Loris ou moi, vous devez vous tenir à ça. Non, parce que par exemple, Voilà. est-ce qu'on a envie de corriger un coucher de soleil? Exactement. Pas forcément. Il y a des fois où les teintes qui vont être un petit peu plus réchauffées vont être très plaisantes à l'œil. C'est pour ça qu'en fait, encore une fois, ce que je vous dis, c'est un outil qui va vous servir à avoir un point de référence et à remettre des couleurs droites dans votre appareil. Mais si vous faites ça sur, par exemple, un coucher de soleil, ça va vous ramener un coucher de soleil à une couleur tout à fait lumière du jour, ce qui, pour le coup, on ne veut pas, en fait. Par contre, quand on regarde l'écran, donc là, je vais me mettre sur l'écran, on se rend compte qu'ici, eh bien, il y a une intention qui est choisie. Bien sûr. Et comme on a, le but c'est que la charte, elle nous donne notre point de référence, donc on sait quand c'est neutre. Et si on décide, soit en rajoutant un éclairage plus chaud ou plus froid, ou une teinte particulière sous forme d'un éclairage, soit au moment de la retouche, eh bien, on peut comparer, par exemple, en mettant deux images côte à côte, la référence quand on a mis la charte qui nous donne notre point de référence. Ça n'empêche pas que peut-être que vous allez choisir de faire des photos plus chaudes parce que c'est votre style ou parce que pour cette mission-là, c'est ce que vous avez envie de faire. C'est ce que en vidéo on appelle le color grading. Cet accessoire vous donne un point de référence pour avoir une couleur qui est vraie selon des principes scientifiques, j'ai envie de dire. Mais on n'a jamais dit qu'il fallait oublier du coup l'étalonnage ou le traitement créatif. Bien évidemment. Sinon, toutes les photos se ressembleraient beaucoup. Alors, d'autres questions. Est-il possible de prouver sur l'EXIF qu'une calibration avec un profil colorimétrique a été fait? Je ne sais pas. Bonne question. Est-ce que dans les EXIF, il y a le profil de... Je sais qu'il y a des gens qui m'ont dit de mémoire qu'on pouvait voir quasiment comment ça s'appelle? Le preset Lightroom utilisé carrément dans les EXIF. Oui. Donc le profil peut-être. Après, peut-être que ce qui va apparaître, c'est le nom du profil qui a été donné par la personne. C'est ça. Il peut être intégré. Ouais. Je sais qu'on peut, mais c'est peut-être pas automatique. Hein, donc il y a peut-être une étape. Pas facile d'utiliser des chartes sur de l'événementiel. Ben si, ce qu'il faut faire à ce moment-là, c'est faire une balance avec la charte avant l'événement à proprement parler, et de temps en temps poser la charte et faire une prise de vue si les conditions de lumière changent. Après, si on est dans de l'événementiel pur avec des spots de couleurs qui jouent dans tous les sens et tout, en effet, on met une balance des blancs fixe. Et puis là, il vaut mieux, pour de l'événementiel pur, souvent on va vouloir retrouver un peu ce côté très coloré. Et à moins qu'on soit sur, j'ai envie de dire, un discours officiel où il faut que les teintes de peau soient parfaites, mais souvent ça c'est très bien éclairé. Mais
pour un événementiel, peut-être tenter le coup sur un endroit à chaque fois qu'on change de lieu. Mais j'ai aussi des photographes de paysages Mhm. où on s'est dit, bah, on ne va pas mettre une charte devant un arbre, mais on va par contre pouvoir se créer un preset avec des profils de Bien sûr. boîtier en fonction de la météo. Donc, temps couvert, temps clair. Ah bah, pour le coup, en paysage, je vois beaucoup plus l'intérêt, Voilà. par exemple, qu'en événementiel. Oui, oui, bien sûr. En paysage, on peut avoir. Et en événementiel, ouais, ça dépend des conditions. Oui, parce que c'est sûr que si on est en train de shooter, l'événementiel, ce qui est important, c'est le moment. Et ce serait dommage de rater un truc clé parce qu'on est en train de faire une photo de charte. Mais pourquoi pas? Tout à fait. Alors, on va encore prendre une ou deux questions, Bien sûr. à moins que toi, tu aies envie de rajouter une anecdote Bon, on ou fera quelque chose. un petit point à la fin s'il Ouais, y a de la question. très bien. Il y avait des questions sur les snoots et l'éclairage. Alors là, moi, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas le sujet de Oh, ces mais si, webinaires, on peut y répondre vite fait sans souci. mais c'est aussi des choses qu'on va retrouver sur ta chaîne, Bien sûr, ouais. Light and Shoot, avec plus de détails. Mais oui, Mais si tu as une question, vas-y, on y répond avec plaisir. Bah, c'était juste de savoir qu'est-ce que tu recommandes comme snoot et comme Bah, système d'éclairage de ce que tu as montré. Alors là, on est sur de la lumière continue. Donc moi, je suis chez Nanlite qui ont sorti un snoot optique qui marche plutôt bien. Bon, on voit qu'il est un petit peu flou sur le côté opposé. C'est des petits trucs. Mais non, il marche. Je suis assez content de ce snoot-là. En photo, par contre, il n'y a plus vraiment, je crois, de marques propriétaires qui font des snoots optiques. On en trouve sur à peu près tous les sites de dropshipping. Je sais que là, au West Coast, ils vont en sortir un avec toutes les montures existantes, Profoto, Bowens, tout ça. Et c'est vraiment un accessoire qui revient à la mode. C'est pour ça que je l'ai mis dans cette vidéo aujourd'hui. Hein. C'est vraiment quelque chose qui revient très très à la mode. On peut faire des photos, on peut même l'utiliser en lumière principale en mettant par exemple qu'un bandeau de lumière sur les yeux, chose que je fais très souvent et tout. Ça, c'est quelque chose que si vous êtes photographe un peu créatif, d'artiste et autres, qui peut vous être demandé très souvent, quoi. Bon, excellent. Ce que je vais peut-être faire, réfléchissez à une ou deux. Ah oui, alors Gérard nous dit, est-ce qu'en portrait, ce qui est recommandé, c'est la Color Checker Passport Photo 2? Bah, plus que la vidéo, oui, forcément. C'est ça, hein, la Oui, mais question. aussi cette taille, c'est très bien pour. Ah oui, oui, ça, j'ai envie de dire quelque part, cette taille-là, c'est la taille standard. Oui, pour tout ce qui est portrait, et petit groupe de Oui, personnes. oui, oui. Vous faites des En photos fait, de famille. du moment que vous pourrez la cadrer dans l'image. Après, attention, il faut que l'image soit bien cadrée. Mais imaginons que vous soyez en lumière du jour, vous shootez un groupe de personnes. Tant que vous ne changez pas d'objectif ou d'appareil photo, vous pouvez tout à fait imaginer vous rapprocher pour shooter la charte. Parce que les conditions de lumière ne changeront pas. Donc, évidemment, que ça, pour les usages du quotidien, celle-là marche très bien, oui. Absolument. Alors, comme Sébastien pose la question, je vais pouvoir parler des offres spéciales qui sont autour de cet événement. Donc, dans le cadre de cette masterclass, on a décidé de vous montrer quelques offres spéciales qui sont disponibles non pas chez un revendeur, mais chez tous les revendeurs photos en fait, en France, avec qui vous travaillez probablement déjà. Et donc, des offres spéciales autour de cette masterclass qui sont valables jusqu'au 30 novembre. Très rapidement, je vous montre ce qu'il existe comme écran BenQ, donc le 24 pouces avec sa visière qui est autour de 449 € TTC. Le SW270C, c'est un 27 pouces. Là, on est sur des écrans 2K. Et puis, il existe aussi des versions 4K. Et sur le 4K, on voit qu'il y a le SW271C ou le 321C. C'est celui qu'utilisait Loris aujourd'hui, qui a gagné d'ailleurs le TIPA Award du meilleur écran photo de l'année 2020. Eh bien, les offres, elles sont les suivantes. Voilà. Il y a 25% de remise sur les sondes Calibrite, les Color Checker Display Pro ou Display Plus, quand vous achetez un écran BenQ SW270C, 271C ou 321C, donc jusqu'au 30 novembre. Et puis il y a une offre spéciale où, lorsque vous achetez n'importe quelle sonde Calibrite, vous avez accès aussi à un logiciel qui s'appelle Luminar AI, qui est offert. Et tout ça, là, en l'occurrence, ça se cumule. Ce n'est pas l'un ou l'autre. Sur les chartes, on est content de savoir qu'elles sont à nouveau disponibles parce qu'on a eu beaucoup de petites ruptures.
Et typiquement, la Color Checker Passport Photo 2, elle est autour de 80-90 euros. La Color Checker classique, qui est plus pour de la photo de groupe, si vous faites des équipes de sport, etc., c'est celle que vous voyez en bas à droite. C'est à peu près une taille A4, c'est autour de 79. Il y a des mini qui sont autour de 59 euros. Enfin, il y a différents prix par rapport aux différentes tailles. Et ça, consultez vos revendeurs favoris. Moi, j'ai tendance à dire que le meilleur revendeur, c'est celui que vous connaissez et que parfois, il vaut mieux travailler dans sa zone qu'avec Amazon. Mais c'est vous qui décidez. Hein. Voilà. Alors, je regarde si entre-temps, il y a eu d'autres questions. Grand merci pour ce workshop. Calibrite Color Checker classique, on vient d'en parler. Oui, il y a plusieurs revendeurs. Hein. Allez voir ceux qui vous plaisent. Et puis ceux qui, parfois aussi, vous ont dépanné le jour où vous étiez en manque d'un câble. Et franchement, il y a quand même beaucoup de photographes qui sont contents d'avoir quelqu'un encore actif avec un peu de stock dans leur ville. Mais pour qu'ils puissent toujours être là, il faut aussi faire un petit peu d'activité avec eux et accepter que parfois c'est 2-3 euros plus cher que le moins cher du moins cher que vous allez trouver en ligne. Mais ça, c'est vous qui choisissez. Nous, on travaille avec pas mal de personnes. Voilà. Très bien. Et la chaîne, effectivement, de Loris s'appelle Light and Shoot, mais il ne vend pas de matos sur sa chaîne, pas encore. On en parlait tout à l'heure, il envisage une vente de bonnets, mais c'est pour plus tard. Oui, et puis on est plus sur la blague que sur le truc sérieux. Voilà, donc merci à vous. Je regarde s'il y a d'autres questions. Donc on a répondu pour les chartes. On va plus parler d'écran et du calibrage écran dans la deuxième partie. Hein. On donnera aussi les conseils sur qu'est-ce qui est bien en fonction de sa pratique photographique. Et donc on va vous retrouver vendredi pour cette deuxième partie. Merci beaucoup. Vous étiez à un certain moment plus de 200 personnes à participer à cet événement. Et donc c'était très sympa que vous soyez si nombreux. On remercie aussi le magazine OpenEye qui avait envoyé pas mal d'invitations autour de cet événement et qui est un peu notre partenaire média pour cet événement. Je vais te montrer quand tu parles, c'est plus sympa. Non, tu peux continuer tranquillement. Voilà, merci à vous, passez une très bonne soirée et à bientôt. Alors attends, parce que du coup, c'est celui-ci. Voilà. Salut à tous et à bientôt pour